À Noël, ma famille m'a traité de mère célibataire indigne. Mon père m'a expulsé en hurlant « Dehors !» J'ai juste dit « D'accord » et je suis parti. Ils ignoraient qu'ils vivaient de mon empire à 35 millions d'euros. Le lendemain, j'ai annulé tous leurs virements et je suis parti dans ma villa en Corse. Le claquement de la lourde porte en chêne a résonné dans la nuit glaciale. Ce n'était pas un son sourd, c'était un son sec, final. Comme un coup de feu. Ma fille de 4 ans, Manon, s'est mise à trembler violemment dans mes bras. Son petit corps était secoué de sanglots silencieux, des sanglots qui me déchiraient le cœur. Ses larmes chaudes coulaient sur mon cou, contrastant de manière saisissante avec l'air glacial de décembre qui me brûlait les poumons. 1 heure plus tôt, j'étais à l'intérieur, dans la chaleur étouffante de la maison de mon enfance à Bordeaux. Une chaleur alimentée par un festin, des rires, et comme je l'apprenais à mes dépens, une hypocrisie sans borne. Maintenant, j'étais sur le trottoir. Sous un lampadaire qui grésillait, projetant une lumière jaune et malade sur le givre qui commençait à se former. J'avais une seule valise à roulettes, celle de Manon, et un enfant terrifié. Dehors. Le mot de mon père, Gilles, résonnait encore dans mes oreilles. Il n'avait pas été dit, il avait été hurlé. Une fureur que je ne lui avais jamais connue. Dehors. Il m'avait appelé, indigne. Une mère célibataire ratée. Un fardeau. Ma propre sœur, Bérénice, avait ri en disant que je vivais au crochet de mon ex-mari. L'ironie était si amère qu'elle me donnait la nausée. Il m'avait crié dessus dans une maison dont j'avais secrètement financé la rénovation complète, de la nouvelle véranda à la cuisine en marbre italien. Il m'avait jugé tout en buvant un Saint-Émilion grand cru que j'avais payé, se réchauffant grâce à un système de chauffage central que j'avais fait installer 2 ans plus tôt. La voiture neuve garée dans l'allée, la fierté de mon père? Mon argent. Les vacances en Grèce de mon frère Fabien? Mon argent. La nouvelle garde-robe de Bérénice? Mon argent. Il n'avait aucune idée. Aucune. Mon nom est Clarisse, j'ai 32 ans. Et tandis que ma famille me voyait comme l'échec total, la brebis galeuse, le monde de la tech me connaissait comme la fondatrice et PDG de Securnova. Une société de cybersécurité que j'avais bâtie à partir de rien, dans une chambre de bonne parisienne de 10 mètres carrés. Une société qui était aujourd'hui valorisée à 35 millions d'euros. Ils n'avaient aucune idée que leur fardeau était, en fait, leur bienfaiteur secret. Que depuis 5 ans, j'étais la source anonyme de leur style de vie luxueux. Ce soir, au réveillon de Noël, le vilain petit canard venait de se faire plumer et jeter à la porte par la basse-cour qu'il nourrissait en secret. Avant de vous raconter en détail comment je suis arrivée à ce point de rupture absolue, et surtout, ce que j'ai fait dans les heures qui ont suivi parce que croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où le rideau est tombé. J'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est une tradition que j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires depuis quel pays, quelle ville vous regardez cette vidéo. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager et nous connecter. Et pendant que vous y êtes, si ce genre d'histoire vous parle, si vous avez déjà ressenti cette injustice, assurez-vous de cliquer sur le bouton « S'abonner » et sur la petite cloche. Vous ne voudrez pas manquer une seule minute de ce qui va suivre. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une expulsion le soir de Noël. C'est l'histoire d'un secret qui a rongé ma famille de l'intérieur. C'est l'histoire de ce qui arrive quand la gentillesse est systématiquement prise pour de la faiblesse. Et c'est l'histoire de ce que j'ai fait quand j'ai finalement décidé d'arrêter d'être faible. J'ai regardé une dernière fois la maison illuminée. À travers la fenêtre givrée, j'ai vu une silhouette, probablement celle de Bérénice, lever son verre. J'ai entendu un éclat de rire. Ils continuaient la fête. Sans moi. Sans leur petite fille. J'ai serré Manon plus fort contre moi, si fort que ça lui a fait mal. J'ai ravalé les larmes de rage. La colère commençait à remplacer le choc. Une colère froide, claire et pure. J'ai sorti mon téléphone. J'ai commandé un Uber. L'hôtel le plus proche. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher. L'empire qu'ils ignoraient était sur le point de frapper. Pour comprendre pourquoi j'ai pu supporter leur mépris si longtemps, pourquoi cette petite fille en moi cherchait désespérément leur approbation, il faut remonter en arrière. Loin en arrière.
J'ai grandi dans cette même maison, à Bordeaux. Mais elle était différente à l'époque. Plus petite, plus modeste. De l'extérieur, nous étions la famille française parfaite. La caricature de la classe moyenne supérieure de province. Mon père, Gilles, était directeur d'une petite agence bancaire locale. Un petit notable, comme on dit. Il portait un costume, conduisait une voiture de fonction, et son orgueil démesuré était la chose la plus importante dans sa vie. Ma mère, Martine, était institutrice. Une femme nerveuse, jolie, mais perpétuellement anxieuse, son baromètre social réglé sur une seule question. Mais que vont dire les voisins? Et puis il y avait les enfants. D'abord, Fabien. L'aîné. Le prince. La force de la nature. Il était grand, bruyant, et excellait dans tout ce qui impliquait un ballon. Il était le miroir de la virilité que mon père voulait projeter. Fabien était son triomphe. Ensuite, Bérénice. De 3 ans mon aînée. La princesse. Elle avait hérité de la beauté nerveuse de ma mère, mais l'avait transformée en une arme. Elle était populaire, charismatique, et avait compris dès l'âge de 5 ans comment manipuler son monde pour obtenir exactement ce qu'elle voulait. Elle était le bijou de ma mère, la preuve de leur réussite sociale. Et puis, il y avait moi. Clarisse. L'intello. La petite dernière maladroite avec ses lunettes épaisses, toujours le nez fourré dans un livre ou, pire encore, devant l'écran de notre premier ordinateur, un Amstrad CPC 6128. J'étais l'enfant invisible. On ne me regardait pas, on regardait à travers moi. Nos dîners de famille étaient un théâtre permanent à la gloire des 2 aînés. Les médailles de rugby de Fabien. Les concours de beauté de Bérénice. Mes 18/20 en mathématiques? C'est bien, Clarisse. Au moins, tu auras un travail stable. Tu ne seras pas à notre charge. Je me souviens, comme si c'était hier, du jour de mes 17 ans. La lettre d'admission pour l'école polytechnique est arrivée. La plus prestigieuse, la plus difficile école d'ingénieurs de France. J'avais le cœur qui battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. J'avais réussi. J'avais battu des milliers de candidats. J'ai attendu le dîner. J'ai tendu la lettre à mon père, mes mains tremblant légèrement. Il a ouvert l'enveloppe. Il a lu. Il n'a pas souri. Il a juste hoché la tête, avant de reposer la lettre sur la nappe. Polytechnique. Très bien. Il a pris une gorgée de vin. C'est à Paris, ça. Ça va coûter cher en logement. Puis il s'est tourné vers Fabien, qui avait redoublé sa première année de fac de sport. Alors, ce match de dimanche? Tu penses que tu es prêt? J'ai invité le directeur régional. Ce soir-là, Fabien a eu droit à un compliment parce qu'il avait réussi à courir 10 kilomètres. Moi, qui venais de décrocher la lune académique, j'ai eu droit à une remarque sur le prix du loyer. J'ai compris ce jour-là que je ne pourrais jamais gagner. Je ne serais jamais assez sportif pour mon père, ni assez jolie et superficielle pour ma mère. Leurs éloges étaient un club privé dont je n'avais pas la carte de membre. J'ai donc arrêté d'essayer d'y entrer. Au lieu de cela, j'ai commencé à planifier mon évasion. Paris n'était pas seulement une opportunité académique. C'était une nécessité vitale. Ce n'était pas seulement pour étudier. C'était pour exister. Pour la première fois de ma vie, je n'allais pas être la sœur de, ou la fille de. J'allais être, simplement, Clarisse. Ce que je ne savais pas, c'est que même à 600 kilomètres de distance, les ombres de ma famille continueraient de me poursuivre. Et que mon désir désespéré de leur prouver, un jour, qu'ils avaient eu tort, finirait par me coûter presque tout. Mais d'abord, il fallait que je survive à Paris. Et survivre était le mot juste. Paris a été une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène glaciale, polluée, mais vivifiante. Je me suis jetée dans le travail comme une affamée. À Polytechnique, j'ai enfin trouvé ma tribu. D'autres, intello. Des gens brillants, passionnés, qui ne voyaient pas un ordinateur comme une boîte étrange, mais comme un univers de possibilités pures. Ma chambre de bonne de 10 mètres carrés, au 6e étage sans ascenseur d'un immeuble du 15e arrondissement, avec les toilettes sur le palier, était mon palais.
C'était le premier endroit qui m'appartenait vraiment. Après mon diplôme, alors que tous mes camarades de promotion prenaient des postes confortables et surpayés dans les grands groupes du CAC 40 banques, assurances, conseils, j'ai fait l'impensable. J'ai pris mes maigres économies, l'argent que j'avais gagné en donnant des cours de maths, et j'ai fondé Securnova. Le nom était peut-être un peu pompeux pour ce que c'était, moi et un ordinateur portable sur un lit mezzanine. Les 2 premières années ont été un enfer. Un enfer absolu. Je vivais de pâtes au pesto et de café bon marché. Je codais 18 heures par jour. Je dormais sous mon bureau. J'étais le PDG, la développeuse, la commerciale et la femme de ménage. Je me souviens d'un mois en particulier, la 2e année. J'étais à 2 doigts de la faillite. Je n'avais pas de quoi payer le salaire de mon unique employé, un jeune prodige que j'avais débauché d'une autre start-up. Il fallait que je tienne jusqu'à la fin du mois, où un petit contrat devait être payé. J'ai fait la seule chose que je m'étais juré de ne jamais faire. J'ai appelé chez moi. J'ai demandé 1 500 €. Pas un cadeau. Un prêt. Sur 3 mois. Le silence à l'autre bout du fil a été assourdissant. Puis la voix de mon père, Gilles, est tombée, comme un couperet. Froide, déçue, mais aussi, triomphante. 1 500 €. Je te l'avais dit. Je t'avais dit que ton truc d'ordinateur était une folie d'enfant gâté. Polytechnique pour finir comme ça. Quelle déception. Il m'a fait un sermon de 45 minutes. Sur la responsabilité. Sur la sécurité de l'emploi. Sur le monde réel qu'il connaissait si bien, lui, le petit directeur d'agence. Il a fini par envoyer l'argent. Et il m'a appelé chaque semaine. Pas pour prendre de mes nouvelles. Pour me demander quand j'allais le rembourser. Je l'ai remboursé, avec 10% d'intérêt, dès que le contrat est tombé. Mais l'humiliation est restée, comme un goût de cendre dans ma bouche. C'est aussi à cette époque que j'ai rencontré Sébastien. Mon futur ex-mari. Et là, je dois être honnête avec vous. Totalement honnête. J'ai eu ma part de responsabilité dans cet échec. Sébastien était charmant, il était dans le marketing, il s'intéressait à mon travail, du moins au début. Mais j'étais obsédée. J'étais en guerre. Une guerre secrète contre ma famille. Chaque nouveau client, chaque ligne de code, chaque million levé, était un « tu vois, papa ? Tu vois, maman ? » Je ne suis pas une ratée. J'étais tellement concentrée sur le fait de gagner cette guerre invisible que j'ai ignoré tous les signaux d'alarme. J'ai ignoré les soirées où il rentrait tard, l'odeur de parfum étranger sur ses chemises. J'ai ignoré la distance qui s'installait. Je n'étais pas là. J'étais à mon bureau. J'étais dans mes serveurs. J'étais en train de bâtir mon empire de briques et de silicium. Quand j'ai découvert ces infidélités, c'était presque un soulagement. Une partie de moi le savait déjà. Mon mariage s'effondrait, mais paradoxalement, mon entreprise explosait. J'avais gagné ma guerre professionnelle, mais j'avais perdu ma vie personnelle. Et c'est à ce moment précis, alors que je jonglais entre un divorce imminent et une levée de fonds cruciale, que j'ai appris la nouvelle qui allait sceller mon destin avec ma famille. Mon père prenait sa retraite. Ou plutôt, comme je l'ai appris plus tard par une indiscrétion, il était mis en retraite anticipée forcée. Sa fierté. Son statut. Tout s'effondrait pour lui. Et pour moi, tout commençait. Le divorce a été rapide, brutal et coûteux. L'infidélité de Sébastien était flagrante et documentée. Mais ce qui m'a le plus marqué, une fois de plus, c'est la réaction de ma famille. Quand je leur ai annoncé, il n'y a pas eu de « comment vas-tu ?» Il n'y a pas eu de « nous sommes là pour toi ». Il y a eu un cri au téléphone. Celui de ma mère, Martine. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Un divorce. Dans notre famille. Clarisse, tu te rends compte de la honte? On ne divorce pas. On supporte. On fait des efforts. Ils étaient plus choqués par mon choix de partir que par sa trahison. Pour eux, l'apparence de la famille parfaite était plus importante que mon bonheur réel. Au milieu de ce chaos, la seule lumière, pure et aveuglante, a été la naissance de ma fille, Manon. Elle est née juste avant que les papiers du divorce ne soient finalisés.
Elle est devenue mon centre. Mon ancre. Ma raison de vivre. Pendant que je changeais des couches d'une main, je signais des contrats de l'autre. Et Secure Nova a décollé. Vraiment décollé. Une cyberattaque massive contre une grande banque française du CAC 40 a mis mon logiciel sur le devant de la scène. Mon algorithme de détection des menaces était unique. Du jour au lendemain, nous étions la solution que tout le monde s'arrachait. L'argent a commencé à affluer. Des millions. Et c'est là que j'ai appris la vérité sur mon père. Sa retraite anticipée était un licenciement déguisé. Sa petite agence bancaire avait été absorbée par un grand groupe. Et lui, l'homme si fier de son statut, avait été jugé obsolète, non adaptable au changement. Pour un homme comme Gilles, dont toute l'identité reposait sur son titre de « directeur », c'était une mort sociale. Il était humilié. Alors, j'ai pris une décision. Une décision qui, je le vois maintenant, n'était pas basée uniquement sur la gentillesse. C'était bien plus complexe que ça. J'ai contacté mes avocats et j'ai créé une structure. Une fiducie. Anonyme. Introuvable. Je l'ai appelée, par pure ironie, la fiducie familiale Gilles. Chaque mois, 4 000 € étaient versés sur le compte joint de mes parents. Et, parce que je savais que ma mère se plaindrait de devoir aider ses autres enfants, j'ai aussi mis en place des virements de 2 500 € chacun pour Fabien et Bérénice, qui, malgré leur succès apparent, étaient toujours à la limite financièrement. Un total de 9 000 € par mois. 108 000 € par an. De l'argent de poche, pour moi. De quoi changer leur vie, pour eux. Je me suis dit que c'était de la générosité. Je me suis dit que c'était pour les aider, pour protéger l'orgueil de mon père, pour qu'il puisse garder la tête haute. Mais si je suis totalement honnête avec vous, et avec moi-même, c'était aussi de l'orgueil. Mon orgueil. C'était ma vengeance silencieuse. Je voulais qu'ils nagent dans mon argent tout en continuant à me traiter comme un échec. Je voulais les entendre se vanter de leur nouvelle voiture et de leurs vacances, tout en sachant que c'était moi, la ratée, elle intello, qui signait l'échec. Je voulais qu'ils me méprisent, pour que leur hypocrisie soit encore plus flagrante à mes propres yeux. C'était un jeu dangereux. Un équilibre toxique basé sur un mensonge. Je payais pour leur luxe, et en retour, ils me donnaient leur mépris. Je pensais pouvoir contrôler ce jeu. J'avais tort. Et cet équilibre tordu était sur le point de se briser de la manière la plus spectaculaire qui soit. 2 années ont passé dans cette étrange dynamique. Manon avait maintenant 4 ans. Ma vie à Paris était réglée. Secure Nova était devenue une référence internationale, mon nom circulait dans les cercles technologiques, et l'argent n'était plus un sujet. Ma vie personnelle, cependant, était un désert. Comment faire confiance après Sébastien? Comment trouver le temps? Puis, un matin de novembre, le téléphone a sonné. C'était ma mère. Clarisse, ma chérie. Cette voix mielleuse. Le signal d'alarme. Tu viens pour Noël, n'est-ce pas? Ça fait si longtemps. La famille au complet. Manon doit être si grande. Ton père serait si heureux. Mon estomac s'est noué. La dernière fois, 2 ans auparavant, avait été un désastre. Des remarques sur mon échec matrimonial, des critiques sur ma façon d'élever Manon, sans père. J'ai appelé ma meilleure amie, Aude. Aude, c'est mon roc. Mon avocate, accessoirement. La seule personne qui connaissait toute la vérité. L'argent, la fiducie, tout. Je ne sais pas quoi faire, Aude. C'est un piège, je le sens. Bien sûr que c'est un piège, m'a-t-elle dit de sa voix pragmatique. Mais la vraie question est, pourquoi, après tout ce temps, envisages-tu encore d'y aller? Je n'ai pas su quoi répondre. Mais au fond de moi, je savais. Cette stupide petite fille de 17 ans qui attendait l'approbation de son père était toujours là, quelque part. Pire encore, j'étais vulnérable. Je lui ai avoué, il y a cet homme, Aude. Il s'appelle Rémi. C'est un architecte. Il est génial. Vraiment. Gentil, intelligent, il ne semble pas intimidé par mon succès. On a eu 3 rendez-vous incroyables. Et là, plus rien. Il m'a ghosté.
Silence radio depuis une semaine. Je me suis regardée dans le miroir ce soir-là. Et si ma famille avait raison? Si j'étais vraiment fatiguée et instable? 35 millions sur mon compte en banque, mais incapable de garder un homme. J'étais exactement la mère célibataire paumée qu'il décrivait. Ce que j'ignorais, c'était l'origine de ce silence. Ce que j'ignorais, c'est que ma sœur, Bérénice, avait vu une de mes rares photos personnelles sur les réseaux sociaux. Une photo prise par une amie, où l'on me voyait rire avec un homme très séduisant, Rémi, à la terrasse d'un café. La jalousie. Pure et viscérale. Bérénice, dont la propre vie de couple battait de l'aile, ne pouvait pas supporter de me voir heureuse. Elle ne peut pas tout avoir, avait-elle dû penser. L'argent était l'amour. Elle a fait ce qu'elle fait de mieux. Elle a fouillé. Elle est douée pour ça. Elle a trouvé l'adresse e-mail professionnelle de Rémi sur le site de son cabinet d'architecte. Et elle lui a envoyé un email anonyme. Juste un conseil amical, d'une personne qui connaît bien Clarisse. Faites attention. C'est une femme merveilleuse, mais elle est très instable depuis son divorce. Elle est toujours obsédée par son ex-mari. Elle cherche juste à combler un vide. Ne vous faites pas de mal. Rémi, un homme simple, divorcé lui-même, qui ne voulait pas de drame, a lu l'email et a pris peur. Il a arrêté de répondre. Et moi, je préparais ma valise pour Bordeaux, le cœur brisé par Rémi, me sentant plus seule et plus ratée que jamais. J'ignorais que la personne qui tenait le poignard était ma propre sœur. J'ignorais que ce n'était que le début de son plan. Elle ne voulait pas seulement que je sois malheureuse en amour. Elle voulait que je sois humiliée publiquement. Et le réveillon de Noël était l'occasion parfaite. Le matin du 24 décembre, je me suis retrouvée à la gare Montparnasse, la main de Manon dans la mienne. L'air était électrique, rempli de l'excitation de Noël, des odeurs de café chaud et de croissants. Les gens se précipitaient vers leur train, les bras chargés de cadeaux. Mais j'avais l'impression d'aller à l'abattoir. J'avais méticuleusement préparé mon armure. Dans ma valise, il y avait les cadeaux. Un foulard Hermès pour ma mère, elle qui adorait les marques, elle serait ravie. Une bouteille d'Armagnac millésimée 1970 pour mon père, un cadeau de connaisseur, pour flatter son ego. Des jeux vidéo pour Fabien, un bon pour un spa de luxe pour Bérénice. Des cadeaux chers, pensés, qui prouvaient ma réussite sans la crier sur les toits. Sur moi, c'était le contraire. J'avais choisi mon costume d'échec. Un simple pull en cachemire Uniqlo, gris. Un jean brut. Des bottines plates. Je voulais être invisible. Je ne voulais leur donner aucune prise, ni sur ma richesse, ni sur mon apparence. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Mais j'avais aussi préparé le plan B. Mon siège éjectable. Dans mon sac, j'avais mon ordinateur portable. J'avais aussi des billets d'avion modifiables, sur mon téléphone, pour un vol Bordeaux-Ajaccio le 25 décembre au matin. Et j'avais une confirmation de réservation pour une petite villa avec vue sur la mer, près des Sanguinaires, en Corse. Une villa que j'avais achetée l'année dernière sur un coup de tête et où je n'étais jamais allée. Juste au cas où. C'était ma police d'assurance contre ma propre famille. Le fait même que j'ai eu besoin d'en préparer une aurait dû me suffire. Mais non. J'y allais quand même. C'était à -2, pause stratégique, vous connaissez ce sentiment? Ce poids dans l'estomac, cette boule dans la gorge, quand vous rentrez voir votre famille non pas par joie, mais par devoir. Quand vous préparez mentalement vos réponses aux pics inévitables. Quand vous avez, littéralement, un plan de fuite. Si vous avez déjà vécu ça, même une seule fois, si vous avez déjà dû mettre en place une stratégie de survie pour un simple dîner de famille, vous savez exactement ce que je ressentais dans ce TGV. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Savoir que je n'étais pas seule m'aurait aidé à l'époque. Et croyez-moi, j'avais tellement raison de me méfier. Le trajet de 2 heures s'est passé dans une brume. Manon était excitée. Elle regardait les dessins animés sur sa tablette, elle parlait de « papy », « mamie », qu'elle ne connaissait qu'à travers mes descriptions soigneusement éditées. J'essayais de lui sourire, mais mon cœur pesait une tonne. Nous sommes arrivés à la gare de Bordeaux-Saint-Jean. J'ai pris un taxi. La ville était magnifique sous les lumières de Noël.
En arrivant dans l'allée de mon enfance, j'ai vu les changements. La vieille façade en pierre avait été ravalée, la pierre blanche de Bordeaux brillait. Une nouvelle véranda s'étendait sur le jardin. Et garée devant, rutilante, une Peugeot 5008 neuve, le modèle haut de gamme, gris anthracite. La nouvelle fierté de mon père. Ma prison d'enfance avait été entièrement redécorée. Avec mon argent. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai sorti Manon de son siège auto, et j'ai sonné à la porte. Je n'étais même pas encore entrée que le spectacle commençait déjà. C'est ma mère, Martine, qui a ouvert. Elle portait une robe neuve, un peu trop chic pour une simple réception à la maison. Ah, te voilà enfin. Pas de « ma chérie », pas de « vous m'avez manqué ». Juste une constatation. On commençait à se demander. Le TGV a eu du retard ? Viens, ne reste pas là dans le froid. Elle s'est à peine penchée vers Manon. Un simple « bonjour, petite ». Manon, intimidée, s'est cachée derrière ma jambe. Je suis entrée. L'odeur de la cire d'abeille sur le nouveau parquet me piquait les narines. Mon père, Gilles, était affalé dans un nouveau fauteuil en cuir, les yeux rivés sur un match de rugby à la télévision. Le son était assourdissant. « Salut » a-t-il lancé, sans tourner la tête. « Bonjour papa. Joyeux Noël. » Rien. Manon s'est agrippée plus fort à moi. J'ai posé les cadeaux près du sapin, qui était immense, croulant sous des décorations en verre coûteuses. « Ta chambre est en haut » m'a dit ma mère. « Enfin, ton ancienne chambre. On s'en sert de débarras maintenant. » J'ai mis un lit pliant. J'espère que ça ira. Le canapé-lit est ouvert. Je suis montée. Ce n'était plus ma chambre. C'était un grenier. Des cartons étaient empilés contre les murs, portant l'étiquette « vieillerie ». Le canapé-lit était bien ouvert, un matelas fin et usé, avec des draps propres posés en pile dessus. La pièce était glaciale, le radiateur était éteint. Ce n'était pas une chambre d'amis. C'était un débarras où l'on avait casé un lit. Une insulte claire et nette. J'ai avalé ma déception. On va rendre ça confortable, ma chérie, ai-je dit à Manon, plus pour me convaincre moi-même qu'elle. Nous sommes redescendus au moment où Fabien et sa femme arrivaient, les bras chargés de bière. Tiens, salut. La Parisienne est descendue de sa tour d'ivoire. Bérénice est arrivée juste après, comme une reine. Elle portait une robe en soie verte qui moulait sa silhouette. Une robe que j'ai reconnue. Je l'avais vue sur un site de luxe. Une robe à 800 €. Payée avec mon argent. Elle m'a fait la bise, ses joues froides effleurant les miennes. Et c'est là qu'elle m'a porté le deuxième coup. Assez bas pour que seul Fabien et sa femme, qui étaient à côté, puissent entendre, mais assez fort pour que je n'aie aucun doute. Clarisse, ma pauvre, a-t-elle murmuré avec une fausse compassion, en arrangeant une mèche de mes cheveux. Tu as l'air épuisée. Cette vie de mère célibataire, ça te mine. Et ton histoire avec ce Rémi, ça n'a pas marché, hein? C'est dommage. Il avait l'air si bien sur les photos. Un coup de poignard. En plein cœur. J'ai figé. Comment pouvait-elle savoir pour Rémi? Je n'en avais parlé qu'à Aude. Sauf si. J'ai croisé son regard. Et j'ai vu. Un éclair de triomphe. Un petit sourire mauvais qu'elle n'a pas pu réprimer. Elle se régalait de ma peine. Elle se délectait de mon échec amoureux. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait, et elle était ravie. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pu. Le choc était trop grand. J'ai juste pris la main de Manon et je suis allée m'asseoir dans le salon, le plus loin possible d'elle. Le sourire figé sur mon visage était un masque. En dessous, je venais de comprendre que ce n'était pas une réunion de famille. C'était une exécution. Et j'étais l'invité d'honneur. Je me suis assise à table, le cœur en miettes. Le plat principal n'était même pas encore servi, mais on m'avait déjà dévorée vivante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La table était un spectacle en soi.
Du cristal baccarat, de l'argenterie Christofle, des serviettes en lin brodé. Une avalanche de plats de Noël, un plateau d'huîtres du Cap Ferret, du foie gras mi-cuit, le chapon qui dorait dans le four et dont l'odeur remplissait la maison. Un festin. Un festin payé par Secure Nova. Mon assignation de place était, bien sûr, révélatrice. Moi et Manon étions au bout de table. Le coin des enfants, mais pour adultes. Loin du centre du pouvoir, où siégeaient Gilles, Martine, Fabien et Bérénice. Gilles a levé son verre. Je lève mon verre à la prospérité de la famille Gilles. Nous avons été bénis cette année. Il m'a jeté un regard rapide. Malgré les difficultés que certains traversent, la famille, la vraie, s'en sort toujours. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Le dîner a commencé, et avec lui, le concours de vantardise. Fabien parlait de ses vacances en Grèce, un voyage incroyable, tout inclus, tu n'imagines pas le luxe. Bérénice décrivait les plans de sa nouvelle cuisine équipée, tout en granit noir, importé d'Italie. Je me taisais. Je coupais la dinde de Manon en petits morceaux. J'essayais de la faire manger, mais l'atmosphère était si tendue qu'elle se contentait de triturer sa purée. Puis, ma mère a tourné son regard vers moi. Et toi, Clarisse? Ton petit travail sur ordinateur, ça va? Ce n'est pas trop dur, toute seule à Paris? Tu t'en sors? Avant que je puisse répondre par un « oui, ça va très bien, merci », Bérénice a éclaté d'un rire aigu, un rire qui a fait taire toutes les conversations. Oh, maman, laisse-la. On sait bien qu'elle a du mal. C'est normal, après tout ce qu'elle a vécu. Elle s'est penchée en avant, son collier en or scintillant à la lumière des bougies. Un sourire carnassier sur les lèvres. En fait, Martine, elle appelait ma mère par son prénom quand elle voulait se donner de l'importance. Tu m'as dit quelque chose l'autre jour qui m'a fait beaucoup de peine pour Clarisse. Tu m'as dit qu'elle n'arrivait même pas à payer son loyer à Paris? Que son appartement était minuscule? Et qu'elle était obligée de demander de l'argent à son ex-mari, à Sébastien, pour subvenir aux besoins de Manon? C'est vrai, ça? Le silence. Un silence total. Tous les regards se sont tournés vers moi. Fabien avait un sourire narquois. Sa femme me regardait avec pitié. Mon père me regardait avec un dégoût non dissimulé. Et ma mère n'a pas nié. Elle a baissé les yeux, l'air soudain très intéressé par son assiette. Elle a murmuré, « Bérénice, ce n'est pas le moment. » Elle avait dit ça. Ou elle l'avait laissé croire. Elle avait menti à ma sœur. Ou peut-être que Bérénice avait inventé, mais ma mère la laissait dire. Peu importe. L'humiliation était publique. Il m'avait transformée. De PDG millionnaire, j'étais devenue, aux yeux de toute ma famille, une mère célibataire pathétique, vivant au crochet de l'homme qui l'avait trompée. J'ai regardé mon père. Son expression était dure. Je t'avais prévenu, semblait-il dire. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Des larmes de rage. J'ai ouvert la bouche. J'ai failli tout dire. Les 35 millions. La fiducie. Les 9 000 € par mois. Mais j'ai regardé mon père. L'homme fier. Si je parlais maintenant, si je révélais la vérité, je ne ferais pas que corriger un mensonge. Je le détruirais. Je l'humilierais publiquement, lui, le patriarche. Je lui volerais sa seule fierté, celle de croire qu'il était encore le pourvoyeur. Alors, j'ai serré les poings si fort sous la table que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Et je me suis tue. J'ai encaissé. Pour lui. Pour protéger son fragile orgueil. J'ai choisi le silence. Et à la seconde même où j'ai fait ce choix, à la seconde où j'ai décidé de sacrifier ma dignité pour la sienne, il a levé la main, non pas sur moi. Sur ma fille. J'étais encore sous le choc du mensonge de Bérénice et de la non-réaction de ma mère. J'essayais de respirer. J'ai juste secoué la tête, murmurant, « Ce n'est pas vrai ?» Bien sûr que si, a ricané Bérénice. Ce n'est pas grave, tu sais. Il n'y a pas de honte à être aidée. Manon, à côté de moi, sentait la tension. Elle me regardait avec ses grands yeux inquiets. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle comprenait la violence de l'instant. Elle était terrifiée.
Elle a tendu sa petite main tremblante pour attraper son verre de sirop de grenadine. Ses doigts ont heurté le verre. Le verre a basculé. Le liquide rouge vif, presque fluo, s'est répandu sur la nappe blanche immaculée. Comme du sang. Le silence qui avait suivi le mensonge de Bérénice a été remplacé par un son bien plus effrayant. Le poing de mon père s'est abattu sur la table. Bon sang! Tout le monde a sursauté. La vaisselle a tremblé. Manon a éclaté en sanglots, des sanglots de pure terreur. Regarde Cécilia, a-t-il hurlé, son visage devenant violet. Cette nappe. Tu sais ce qu'elle coûte? Faite à la main. Elle coûte 5 cents €. Gilles, calme-toi, ce n'est qu'un enfant. A commencé ma mère, voyant qu'il allait trop loin. Tais-toi, Martine. Il s'est levé, sa chaise crissant sur le parquet. Il a pointé un doigt accusateur vers moi. C'est ça, le résultat. Tu vois? Tu ne sais pas élever ta fille. Aucune discipline. C'est ce qui arrive quand on grandit sans père. Tu perpétues le cycle. Et là, quelque chose s'est brisé en moi. Le silence que j'avais gardé pour le protéger. L'humiliation que j'avais acceptée. Le mensonge de Bérénice. Tout a volé en éclats. J'ai vu Manon, sanglotant, le visage couvert de larmes et de peur. Et j'ai vu rouge. Je me suis levée lentement. Ma voix était calme. Terriblement calme. Tu as fini, ai-je demandé. Il m'a regardé, surpris par mon ton. Quoi? Tu parles de discipline? Tu cries sur une enfant de 4 ans pour une nappe? Une nappe à 500 €? J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Parlons d'argent, papa. Puisque c'est si important. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes? La nappe à 500 €? La nouvelle Peugeot 5008 dehors? Le voyage en Grèce de Fabien? La nouvelle cuisine en granit de Bérénice? La véranda dans laquelle on a bu l'apéritif? Je faisais les 100 pas, ma voix montant d'un cran à chaque mot. D'où croyez-vous que tout cela vient? Je me suis arrêtée devant lui. Je le dominais de toute ma hauteur. La fiducie familiale Gilles. Ce fonds miracle qui vous bénit chaque mois. D'où vient cet argent, papa? Ça vient de la banque, un ancien fonds de pension. A-t-il bégayé, sentant le piège se refermer. Non. Ça vient de moi. De mon petit travail sur ordinateur, point. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La pièce était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Mon petit travail, c'est Securnova. Et mon petit travail vaut 35 millions d'euros. Le silence qui a suivi n'était pas un silence. C'était un vide. Comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Bérénice a blêmi. Fabien a lâché sa fourchette. Mais c'est le visage de mon père qui restera gravé dans ma mémoire. Le visage de mon père a traversé une gamme d'émotions en une fraction de seconde. D'abord, l'incrédulité. Puis la confusion. Tu mens, a murmuré Bérénice, mais sa voix tremblait. Elle, qui m'avait accusé d'être fauchée, venait de comprendre. Mais mon père, lui, savait. L'ancien directeur de banque en lui a fait le calcul. Il a vu à mon regard que je ne bluffais pas. Et ce n'est pas la colère que j'ai vue sur son visage. Pas tout de suite. C'était quelque chose de bien pire. C'était l'humiliation. Pure. Totale. Il n'était pas en colère parce que j'avais menti. Il était humilié parce que j'avais dit la vérité. Il a compris. Il a compris que pendant 5 ans, je l'avais entretenu. Lui, le patriarche. Lui, le grand homme si fier. Il avait été réduit à vivre de la charité de sa fille, ratée, de celle qu'il venait d'insulter. Mon cadeau anonyme n'était pas un cadeau. C'était une aumône. C'était de la pitié. Et en le révélant, je venais de le détruire. Sa honte, ne trouvant pas d'autre issue, s'est transformée en rage. Une rage qu'il n'a pas dirigée contre lui-même, mais contre moi. Dehors. Sa voix a fait trembler les verres en cristal. Dehors. Tu as fait ça pour m'humilier. Pour te venger.
Tu es venu ici pour te moquer de nous. Pour nous cracher ta réussite à la figure. Je suis venu ici parce que maman m'a invité, ai-je dit, ma voix retrouvant son calme. J'ai pris Manon dans mes bras. Elle s'est agrippée à mon cou, cachant son visage. Je m'en fiche. Prends ta pitié et dehors. Va-t'en. Je ne veux plus jamais te voir. Ni toi, ni ta gosse. Gilles, s'il te plaît. A tenté ma mère, réalisant ce qui était en train de se passer. Pense à. Tais-toi, a-t-il hurlé. J'ai regardé les autres. Fabien regardait son assiette, lâche comme toujours. Bérénice me fusillait du regard, non pas par loyauté envers mon père, mais parce qu'elle venait de comprendre que son robinet d'argent personnel était sur le point d'être coupé. J'ai hoché la tête. J'ai pris mon manteau et celui de Manon sur le porte-manteau. D'accord, ai-je dit. Un seul mot. J'ai traversé le salon. J'ai ouvert la porte d'entrée. J'ai senti l'air froid sur mon visage, un soulagement bienvenu après l'atmosphère empoisonnée de la maison. Et j'ai fermé la porte sur ma famille. 20 minutes plus tard, j'étais dans une chambre anonyme de l'Ibis de Bordeaux-Mérignac. L'odeur d'eau de javel et de moquette froide. Manon dormait enfin, épuisée, son visage taché de larmes. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La connexion Wi-Fi de l'hôtel était lente, mais suffisante. Je me suis connecté au site de ma banque, le Crédit Agricole. J'ai cliqué sur « Virement ». Puis « Virement permanent ». La liste est apparue. Fiducie, Gilles et Martine, 4 000 €. Date de prochaine exécution, 1er janvier. Soutien, Fabien G, 2 500 €. Date de prochaine exécution, 1er janvier. Soutien, Bérénice L, 2 500 €. Date de prochaine exécution, 1er janvier. J'ai regardé le bouton à côté du premier virement. Il disait « Annuler ». Ma main a tremblé. Et puis, j'ai pensé au visage de Manon, terrifiée. J'ai pensé au mensonge de Bérénice. J'ai pensé au « dehors » de mon père. Clic, voulez-vous vraiment annuler ce virement permanent? Oui. Clic, voulez-vous vraiment annuler ce virement permanent? Oui. Clic, voulez-vous vraiment annuler ce virement permanent? Oui. En moins de 30 secondes, 5 ans de soutien ont été effacés. Et puis, un sentiment étrange m'a envahi. Pas seulement la liberté, mais la nausée. Une peur soudaine. Je venais de faire quoi? J'avais détruit ma famille. Financièrement. J'avais coupé les vivres. Étais-je un monstre? Étais-je devenue aussi froide et impitoyable que? La réponse à cette question allait arriver très, très vite. Le téléphone a sonné à 8 heures précises, le lendemain matin. Le jour de Noël. J'avais à peine dormi. J'écoutais la respiration de Manon, blottie contre moi dans le lit étroit de l'hôtel. La lumière grise du matin de Noël filtrait à travers les rideaux bon marché. Le téléphone a vibré sur la table de nuit. Maman. J'ai décroché. Clarisse. Clarisse. Sa voix était méconnaissable. Paniquée. Hystérique. Clarisse, il y a un problème. La carte de ton père, elle a été refusée. À la boulangerie. Il allait chercher la bûche de Noël. Refusée. Je suis restée silencieuse. Et les virements? J'ai vérifié le compte. Les virements de la fiducie, ils ne sont pas arrivés. Ils arrivent toujours le 25. Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir une erreur. Tu dois appeler ta banque. J'ai pris une profonde inspiration. L'odeur du café filtre de l'hôtel flottait dans l'air. Il n'y a pas d'erreur, maman. Silence à l'autre bout. Un silence glacé. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis juste partie, maman. Comme papa me l'a demandé. Il m'a dit de prendre ma pitié et de ficher le camp. C'est ce que j'ai fait. J'ai emporté ma pitié avec moi. Mais, Clarisse, tu ne peux pas faire ça. Ton père, la maison, les crédits, la voiture. Sa voix s'est brisée. La panique a laissé place à la réalisation. Vous m'avez menti,
maman. Bérénice m'a humiliée, et tu l'as laissé faire. Papa a terrorisé ma fille. Vous m'avez traité comme une moins que rien alors que vous viviez sur mon dos depuis 5 ans. C'est terminé. Tu nous détruis, a-t-elle crié, la voix pleine de larmes et de rage. Non, ai-je répondu, ma voix froide comme l'hiver dehors. Vous vous êtes détruit tout seul. Vous aviez juste quelqu'un pour payer la facture. Plus maintenant. Joyeux Noël, maman. J'ai raccroché. Et j'ai bloqué son numéro. Puis celui de mon père. Puis Fabien. Puis Bérénice. Bloqué. 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 1 heure plus tard, Manon et moi étions dans un taxi pour l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. À 11 heures, notre avion pour Ajaccio décollait. Quand l'avion a percé la couche de nuages gris au-dessus de Bordeaux, j'ai senti le poids de 32 années se détacher de mes épaules. J'ai regardé Manon, qui regardait les nuages avec émerveillement. On vole, maman. Oui, ma chérie, ai-je murmuré. On vole. Nous étions libres. Les 6 mois suivants ont été une tempête. Une tempête juridique et émotionnelle. Ma famille, réalisant que le robinet était coupé pour de bon, a fait ce qu'elle fait de mieux, elle est devenue agressive. Ils m'ont assignée en justice. Ils ont invoqué l'obligation alimentaire, le devoir légal en France d'aider ses parents dans le besoin. Mon avocat qui n'était autre que le mari d'Aude a ri en lisant leur plainte. Ils vivent dans une maison rénovée à grands frais, conduisent des voitures neuves et partent en vacances en Grèce. Ils ne sont pas dans le besoin. Ils sont habitués au luxe. Ce n'est pas la même chose. Le juge va adorer. L'affaire a été classée. Les conséquences réelles, celles de la vraie vie, ont été rapides. Ils n'avaient pas d'économie. Ils avaient tout dépensé, vivant au jour le jour sur ma fiducie. Ils ont dû vendre la maison. La maison de mon enfance, rénovée avec mon argent, vendue pour payer les dettes qu'ils avaient contractées en pensant que la fiducie était éternelle. Gilles et Martine ont dû emménager dans un petit F3, appartement de 2 chambres, à Lormont, une banlieue bien moins chic de Bordeaux. Mon père, l'ancien directeur de banque, l'homme si fier, est tombé en dépression. Fabien a dû vendre sa voiture. Bérénice, qui n'avait jamais vraiment travaillé, a dû prendre un poste de caissière chez Carrefour. J'avais gagné. Sur toute la ligne. Mais alors que j'étais assise sur la terrasse de ma villa en Corse, regardant la mer Méditerranée scintiller, je me sentais étrangement vide. L'argent pouvait couper les ponts. L'argent pouvait acheter la justice. Mais pouvait-il guérir les blessures? La Corse est devenue notre sanctuaire. Le soleil, la mer, l'odeur du maquis, la gentillesse des habitants. Manon s'est épanouie. Elle a oublié les cris de son grand-père. Elle riait à nouveau, un rire clair qui résonnait sur la plage. Et moi, j'ai commencé à guérir. J'ai canalisé ma colère et ma douleur dans quelque chose de constructif. J'ai utilisé l'argent qui ne servait plus à financer l'hypocrisie pour créer la Fondation La Lumière de Manon. Sa mission, offrir des bourses, du mentorat et des fonds d'amorçage aux mères célibataires qui voulaient lancer leur entreprise dans le secteur de la technologie en France. Mon histoire, une version édulcorée, a été publiée dans quelques magazines économiques. La Girl Boss qui aidait les autres. Un jour, j'ai reçu un email. Chère madame. J'ai lu un article sur votre fondation. Je suis actuellement à Bastia pour une conférence sur l'architecture durable. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je m'appelle Rémi. Rémi. Mon cœur a fait un bond. Il avait vu l'article. Il avait vu le nom de ma sœur, Bérénice, mentionné dans une interview, où je parlais vaguement de surmonter des conflits familiaux. Il avait fait le lien avec l'email anonyme qu'il avait reçu 1 an plus tôt. Il avait compris la manipulation. Il m'a écrit, j'ai été un imbécile. J'ai cru un mensonge anonyme au lieu de faire confiance à mon instinct. Votre histoire est incroyable. Je suis désolé. Si vous m'accordez une seconde chance, j'aimerais vous inviter à prendre un café. Nous nous sommes vus dans un petit café sur le port d'Ajaccio. C'était lent. C'était prudent. Il était plein de remords. J'étais méfiante. Mais c'était réel.
Il ne voyait pas les 35 millions. Il voyait la femme qui avait construit tout ça, et il l'admirait. La vie semblait se reconstruire. Puis, un mois plus tard, une lettre est arrivée. Une lettre manuscrite, postée depuis Lormont. L'écriture tremblante de mon père. Je l'ai laissée sur la table de la cuisine pendant 3 jours. J'avais peur de l'ouvrir. Peur d'y trouver de la haine, des reproches, ou pire, une demande d'argent. Finalement, un soir, je l'ai ouverte. Ce n'était pas une lettre de colère. Ce n'était pas une lettre demandant de l'argent. C'était une lettre brisée. Il n'y avait pas d'attaque cardiaque. Pas de drame médical. Juste la réalité crue. Il avait tout perdu. Sa maison, son statut, son orgueil. Il avait touché le fond. Clarisse, écrivait-il. J'ai passé 6 mois à te haïr. À haïr le monde entier. J'ai été un homme fier, et tu m'as montré que je n'étais rien. J'ai été jaloux. J'ai été jaloux de ton succès, de ta force, de ton indépendance. Tout ce que je n'étais pas. J'ai été un mauvais père. Je le sais maintenant. Je suis en thérapie. J'essaie de comprendre. Je ne demande pas ton pardon. Je ne demande pas d'argent. La dernière phrase m'a fait pleurer. Je demande si je peux voir Manon. Juste une fois. Avant qu'elle ne m'oublie complètement. Je suis restée assise avec cette lettre pendant des heures, regardant la lune sur la mer. Que feriez-vous? Vraiment? Feriez-vous confiance à cet homme à nouveau? Laisseriez-vous votre enfant s'approcher de la source de sa plus grande peur, même s'il semble avoir changé? Je veux honnêtement savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. J'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. 1 an a passé. Et Noël est revenu. 1 an après. Le 24 décembre. La scène est différente. Il n'y a pas de parquet ciré, pas de cristal baccarat. Je suis dans ma villa à Ajaccio. La grande porte-fenêtre est ouverte. L'air est doux, il sent le pin et les clémentines de Corse. Il fait 15 degrés. La table est dressée sur la terrasse, face à la mer. Les invités sont peu nombreux. Il y a Aude, ma meilleure amie, mon roc, et son mari. Il y a Rémi, qui est maintenant bien plus qu'un simple rendez-vous. Il est mon partenaire. Il tient la main de Manon et lui montre les bateaux illuminés dans la baie. Et, assis timidement dans un coin, il y a Gilles et Martine. Ils sont venus. J'ai payé leur billet d'avion. Ils ont accepté. Ils sont plus silencieux. Plus âgés. La dure année les a marqués. Ils sont arrivés de leur F3 à Lormont avec une seule petite valise. Fabien et Bérénice n'ont pas été invités. Ils ont refusé toute remise en question, toute thérapie. Ils sont toujours pleins de colère. Bérénice, m'a-t-on dit, m'envoie encore des emails haineux que je ne lis pas. Le pardon doit être mérité. Il ne se donne pas aveuglément. Le dîner est simple. Des produits corses. Du poisson grillé, des légumes du soleil. Pas de faste. À un moment, Gilles s'approche de Manon. Il a l'air nerveux. Il sort un petit quelque chose de sa poche. Un petit bateau en bois. Je l'ai fait moi-même, murmure-t-il. Ses mains, autrefois habituées à signer des documents, sont maintenant calleuses à force de travailler le bois dans un petit atelier. Manon le regarde. Elle regarde son ancien bourreau. Puis elle prend le bateau. Et, timidement, elle lui sourit. Merci, papy. Mon cœur s'est serré. Plus tard, j'ai levé mon verre. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai beaucoup appris cette année, ai-je dit, ma voix stable. J'ai appris que la famille, ce n'est pas toujours le sang. Le sang, c'est une obligation. Mais la vraie famille, c'est le respect. C'est l'acceptation. C'est l'honnêteté. C'est l'amour inconditionnel, même quand c'est difficile. J'ai regardé mes parents, qui baissaient les yeux. J'ai regardé Rémi, qui me souriait. J'ai regardé Aude, qui levait son verre. La vraie famille, c'est un choix. C'est quelque chose que l'on construit, chaque jour. Et ce soir, je suis reconnaissante pour la famille que j'ai choisi de construire.
Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si vous avez reconnu une partie de votre propre vie dans mes paroles, laissez un « j'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Et s'il vous plaît, partagez vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà dû poser des limites strictes avec votre famille? Avez-vous déjà dû faire le choix douloureux entre votre bien-être et vos liens de sang? C'est incroyablement difficile. Mais j'espère que mon histoire vous montre que vous n'êtes pas seul. Et que de l'autre côté de la douleur, il y a la paix. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Et rappelez-vous toujours, parfois, la chose la plus aimante et la plus courageuse que vous puissiez faire, ce n'est pas de supporter. C'est de vous éloigner. C'est de choisir votre propre paix.